Bayrou. Et on parlait d'un homme qui devrait faire les frais de ces petites dissensions au gouvernement, François Bayrou, qui doit d'ailleurs présenter son budget en automne. Et François Bayrou qui est déjà sous pression d'un petit peu tout le monde en fait. Les syndicats manifestement lui opposent une fin de non-recevoir à ses pistes, même le patronat qui semblait bien accueillir les mesures grince un peu des dents sur certains points. Il y a des mouvements qui se mettent en place. Est-ce que clairement François Bayrou doit s'attendre à une rentrée extrêmement compliquée, Victor Hérault? Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, l'histoire se répète. C'est ce qu'avait vécu Michel Barnier. Alors, c'est peut-être pire d'ailleurs, puisque c'est la deuxième fois que ça arrive, 2 années d'affilée, 2 budgets d'affilée. Mais effectivement, Michel Barnier se heurtait à un budget impossible à passer. Il a fini par tomber à cause de la censure du Rassemblement national, votée au préalable par la gauche, mais validé par le Rassemblement national. Là, François Bayrou se heurte à la même chose. Moi, je trouve que la difficulté en plus pour François Bayrou, c'est que l'une de ses mesures principales, c'est l'année blanche. Or, pour Michel Barnier, l'année blanche, c'était, la menace si jamais le budget ne parvenait pas à être voté. Là, la carte de l'année blanche est déjà sur la table. C'est-à-dire que c'est le budget, l'année blanche. Donc là, c'est un petit peu compliqué de convaincre toutes les oppositions, d'autant plus que absolument toutes les oppositions, les 3/3 de l'Assemblée, si on le dit grossièrement, ne veulent strictement l'inverse l'une de l'autre. Donc c'est impossible à passer. Effectivement, les syndicats et le patronat ne sont pas d'accord non plus. Il faut pas trop tomber sur François Bayrou. C'est la situation de la France qui empêche de passer de ce budget. Nathan Devers, en gros, c'est vrai que quand on lit les réactions des uns et des autres, qu'on va pas détailler ici, mais en gros, c'est des économies, oui, mais chez les autres, est-ce que clairement la France est réformable en l'état ? Non, la France n'est pas réformable en l'état. En fait, on ne peut rien faire en l'état depuis les dernières élections législatives. Il n'y a pas de majorité. Aucune force politique ne peut mettre en œuvre son programme. À partir de là, la France est un pays où la politique est en suspens jusqu'aux prochaines élections législatives. Je pense qu'il faut le dire dans ces termes. Oui, mais... Et à cet égard, je dis pas ça pour défendre François Bayrou, mais je trouve quand même que quand il est arrivé au gouvernement, après le traumatisme, entre guillemets, Michel Barnier, en sachant qu'il était confronté à un Parlement qui était, c'est pas avec une épée de Damoclès, c'est avec des épées de Damoclès de tous les côtés. Et en sachant qu'il allait se confronter à la question explosive du budget, et que ça allait être un budget particulier puisque la situation de la France est extrêmement critique, il n'est pas venu, si vous voulez, pour une partie de plaisir. Il se débrouille plutôt bien, c'est-à-dire comme un homme de la 4e République qui, sous la 4e et sous la 3e, c'était des choses, des situations courantes. Et je crois quand même qu'il ne faudrait pas enterrer trop vite François Bayrou, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il l'a montré depuis son arrivée à Matignon, cette capacité quand même d'arriver à ménager un peu tous les bouts, un peu tous les côtés, en évitant d'avoir une majorité de censure contre lui. Et deuxièmement, parce que je ne suis pas certain que le Rassemblement national aille jusqu'à voter la censure. Je suis d'accord. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer s'il y a une censure. Mais s'il y a une deuxième dissolution... ils n'ont pas forcément intérêt d'ailleurs. Bien sûr. Imaginons qu'il y ait une dissolution qui suive parce qu'il y a un chaos politique absolu. Marine Le Pen n'est plus éligible. Donc à partir de là, elle perd son siège institutionnel puisqu'elle n'a plus la tête du parti Rassemblement national. Donc elle n'a plus de rôle politique. Et je crois qu'ils trouveront, en tout cas il est très probable, que le RN finisse par trouver, si vous voulez, un argument auprès de leurs électeurs en disant finalement on a réussi à négocier cette petite chose avec Bayrou, le budget n'est pas bon, on n'est pas d'accord, mais on va pas pour autant voter la censure. À mon avis, c'est ce qui risque quand même de se Ça a l'air moins bien parti à gauche. Je vous propose d'écouter Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti Socialiste. Il était l'invité de Sud Radio ce matin. Pour lui, le Premier ministre est en décalage avec les Français. Si c'était un étudiant, on dirait à François Bayrou que sa copie est hors sol, qu'il est hors sujet et qu'elle mérite un 0 sur 20. Rien n'est à garder dans ce budget. Rien. Quand on construit un budget et quand on se veut être à la hauteur, on doit penser les recettes et les dépenses et pas simplement expliquer aux Français qui travaillent qu'on va les ponctionner et qu'on va faire un budget de purge. Ce budget est un budget de purge qui va casser la croissance. C'est sûr que quand on écoute Pierre Jouvet, on se dit que ça va être très compliqué, que la France est un pays qui est difficilement gouvernable et réformable, surtout. Ce serait donner, dire ça est assez vrai, mais ce serait donner au Parti Socialiste une importance bien plus grande que n'est la sienne. En réalité, si le Parti Socialiste et le Parti Communiste et le Parti des écologistes et la France Insoumise votent la censure, elle ne passe toujours pas. Encore une fois, manquent les voix
du Rassemblement national et de l'UDR à la marge, le parti d'Éric Ciotti. Mais moi, je rejoins Nathan sur cette question du Rassemblement national. Je rajouterais même un qui va dans votre sens. Si le Rassemblement national aspire à prendre le pouvoir en 2027, aspire à être mis, on va prendre une analogie, à être mis à la barre du navire France. Là, le navire France est en train de prendre l'eau par la cale. Il a plutôt intérêt, lorsqu'il va hériter de ce bateau-là plus tard, que son prédécesseur, François Bayrou aujourd'hui, essaye de réparer la cale et de fixer le trou qu'il y a dans la cale avant que le bateau ne fasse naufrage au moment où le RN arrivera au pouvoir. Donc ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait au moins un budget qui arrive en 2027, sachant qu'il y en aura deux, celui de 2026, celui de 2027. Ils ont tout intérêt à ce que quelque chose se passe et rectifie un petit peu la barre d'ici là. Alors ça, c'est ce qui va se passer au Parlement. C'est peut-être et sans doute ce qu'il y a de plus important, mais enfin il y a aussi la rue. Je ne sais pas si vous avez eu vent de tous ces grognes qui montent ici ou là. Il y a une mobilisation du 10 septembre. Ça s'appelle, c'est un mouvement un petit peu anonyme de citoyens. Ça monte sur les réseaux sociaux. Il y a le mouvement des gueux là qui se fait entendre à nouveau par la voix d'Alexandre Jardin. Il y a le fameux Nicolas qui paye. Est-ce que justement on pourrait s'attendre à une rentrée socialement difficile dans la rue, selon vous, Nathan Devers? Cette colère populaire pourrait-elle faire plier justement le gouvernement Bayrou? Alors c'est très difficile de prévoir l'irruption d'une jacquerie ou d'un mouvement de contestation. Il y a une colère qui monte. Bien sûr, mais dans l'histoire de France, toutes les grandes contestations sont nées d'une petite étincelle qui en elle-même était contingente, qui en elle-même n'était pas très importante au moment des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, l'analogie, je crois, elle est là. À l'époque, le macronisme avait vraiment sa majorité, il avançait vraiment à plein régime, et Édouard Philippe, quand il a vu une colère monter sur la question de la taxe carburant, il a dit tout ça est un détail, on va pas changer notre cap d'un seul millimètre à cause de cette colère, et pourtant elle a pris. Donc il faudrait qu'il y ait cette étincelle. On ne peut pas savoir si elle va avoir lieu. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a aujourd'hui un véritable mouvement de colère, je le dis au pluriel, disparate, différente, parce que par exemple les gueux et Nicolas qui paye, ce sont deux motifs d'insatisfaction et d'indignation qui n'ont rien à voir, et deux projets politiques derrière qui sont absolument opposés. Mais cette colère, elle existe, et en fait, elle n'a pas pu vraiment s'exprimer clairement dans les urnes. Enfin, ou plutôt, elle s'est exprimée, mais elle s'est exprimée d'une manière qui a créé une impasse. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que la société française est clivée en 3 blocs, qui ne regardent pas du tout dans la même direction, qui n'ont pas du tout envie de construire le pays ensemble, et qui ont envie de l'emmener dans 3 avenirs qui n'ont rien à voir, et qui sont confrontés à des craintes qui ne sont pas du tout les mêmes craintes. Et donc à partir de là, qu'il y ait des colères, c'est une chose. Est-ce qu'elles vont réussir à s'agréger en un seul mouvement, ce qui était un peu la force du mouvement des Gilets jaunes? C'est ça, à mon avis, la question. Victor Hérault. Mais il faut se souvenir, effectivement, les Gilets jaunes avaient mis un coup d'arrêt à la politique d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs aujourd'hui son grand traumatisme, puisque ça advient en 2018, donc 1 an après son élection, et ça met un coup d'arrêt à sa politique. Mais la récupération politique des Gilets jaunes a mis un coup d'arrêt au mouvement des Gilets jaunes aussi. Et c'est aussi cela le problème. Je parle là ici plutôt du mouvement des Nicolas qui paye, parce que je l'ai très bien suivi, que je le connais très bien. C'est un mouvement qui tient à rester, spontané et citoyen. C'est-à-dire que toute récupération politique, par exemple par un politique qui ne remettrait pas en cause le système des retraites et le montant des retraites de la génération des boomers, serait nul et non avenu, puisque ce serait un dévoiement complet du message des Nicolas qui paye. J'ajoute également que le principe même, l'éthos du mouvement des Nicolas qui paye, c'est que ce sont les actifs travailleurs, et que par définition, ce sont des gens qui se retrouvent rarement dans la rue, puisque ce sont des gens qui travaillent pour essayer de subsister, de payer leurs impôts et d'avoir encore quelque chose à la fin du mois. Donc c'est des gens qui, en général, ne vont pas aller fouler le pavé pour aller manifester.